Vous avez choisi Chérif la télévision pour vous informer. Vous avez parfaitement raison. Merci encore une fois de votre soutien sans faille. Et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici les principaux titres. Suite à l'incendie du marché rose de Bamako, les gestes de solidarité envers les sinistrés se multiplient. Le vice-président du Haut Conseil islamique du Mali, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, le guide spirituel des Ansars a apporté son soutien en offrant 2 millions de francs CFA au cours d'une visite ce matin, à suivre dans ce journal. Et également un renforcement des infrastructures médicales dans la commune rurale de Moribabougou par la création d'une nouvelle clinique appelée Clémence Fallo Médical. L'œuvre est celle des Maliens ayant fait ses preuves dans le secteur après 25 ans d'expérience au service de la médecine malienne. Voilà donc pour les titres de votre journal. Nous sommes le samedi 16 décembre 2017. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Chérif la télévision. Comme je viens de vous l'annoncer, 2 millions de francs CFA, c'est le montant que le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, a offert aux sinistrés du marché rose. La donation a eu lieu ce matin au cours d'une visite, le guide accompagné d'une forte délégation sur les lieux de l'incendie. Nos reporters sont Ousmane Sogoré et Ibrahim Koulibaly Ibé. Cette visite des membres du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, sous l'égide de Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara au marché rose de Bamako, a pour objectif de constater de visu les dégâts causés par l'incendie du 11 décembre dernier. En outre, soulager les cœurs et les esprits de gens meurtris par cette tragédie. Un geste salué à sa juste valeur par les responsables du marché. Ce matin, nous sommes vraiment avec les leaders religieux, le grand marabout de tous les Mali, national, national, qui est Ousmane Madane Haïdara. Vraiment, il a passé pour vraiment nous voir dans la situation amère. Donc, ça nous a ravi vraiment au cœur, direct au cœur. Vraiment, on le remercie infiniment avec sa délégation forte. Il y a des vieux, il y a des imams, il y a des femmes qui sont venus nombreux. Bon, nous sommes là, voilà, comme vous voyez vous-même. On n'est pas pu vraiment visiter tous les lieux parce qu'il y a trop de monde. Mais ce monde-là, ça signifie. La signification de ce monde-là, c'est quoi? Vraiment, c'est l'amour de Haïdara. Hein? C'est l'amour de Haïdara, puis c'est l'amour de ce pays-là. Donc, de ce pays, pourquoi? Parce qu'on est frères, on est amis, on est parents. Hein, le pays est vraiment tissé, tout le monde, on est ensemble. Donc voilà, cet événement douloureux, les gens en train de nous visiter, vraiment partager le douleur, ça nous fait plaisir de leur visite. On n'est que vraiment le remercier. Nous avons de les remercier, pourquoi? Parce que le déplacement, de venir voir le parent ou bien de venir voir un ami qui est dans cette situation, vraiment, c'est des grandes choses. Accueilli cordialement par la foule, le guide Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, accompagné de sa délégation, a remis la somme symbolique de 2 millions de francs aux sinistrés pour ensuite formuler des vœux avant d'interpeller les autorités compétentes à prendre des mesures idoines pour que ces cas d'incendie ne se reproduisent plus dans nos marchés. Notons que le GLSCM entend organiser des prières collectives sur toute l'étendue du territoire national à l'honneur des sinistrés du marché rose le vendredi prochain. Voilà, cet incendie du marché rose qui a plongé tous les commerçants ainsi que le peuple malien dans le désarroi total. On vous propose de suivre l'interview du guide spirituel des Ansars dans le journal Bamanakan à 21 h, une présentation de Moussa Afomba. La Confédération nationale des sociétés coopératives d'habitation du Mali a tenu sa traditionnelle assemblée générale annuelle ce matin à la Maison des Aînés. Plusieurs invités de marque ont fait le déplacement, parmi lesquels le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Affaires foncières. Nos reporters sont Abdul Karim Sako et Abdraman Mali. Suivons.
La présente Assemblée générale annuelle n'a pas dérogé à la règle, celle de faire le point des activités de l'année qui s'achève et mettre le cap sur les perspectives à venir. Pour ce faire, plusieurs personnalités, dont les représentants du Premier ministre, du ministre de la Solidarité et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Affaires foncières, qui a répondu à l'invitation par sa présence. Prenant la parole, le président de la CONASCO n'a pas manqué de mettre l'accent sur l'importance du rôle que joue sa structure dans le domaine de l'habitation, sans omettre les difficultés auxquelles la CONASCO est confrontée. L'exercice qui est attendu de nous révèle d'une très grande importance, car il s'agit de faire le bilan des activités réalisées et de déterminer les activités à mener dans les prochains mois. Au cours des travaux, il sera surtout question de la participation des coopératives de l'habitat du Mali à la construction des logements sociaux. À l'image de notre pays, ces dernières années, notre confédération connaît des difficultés de plusieurs types. Nous supportons encore les conséquences d'un retard de 6 ans pour la mise en œuvre de notre programme immobilier en partenariat avec l'Office malien de l'habitat, le fonds de garantie hypothécaire et les établissements financiers sur le marché, la BIM SA et les autres. Manque de mécanismes pérennes pour le financement à des taux d'intérêt supportables demeure un défi majeur pour les sans-habitat que sont les membres des coopératives. Quant au ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Affaires foncières, il a salué la tenue d'une telle assemblée tout en soulignant que l'État à lui seul ne pourra pas offrir un toit à chaque citoyen, d'où l'importance de l'existence des structures comme la CONASCO. L'État ne peut pas construire des logements pour loger tous les Maliens. Il ne faut même pas rêver de ça et aller en ce sens-là, c'est aller tout droit au mur. C'est aller tout droit au mur et continuer à répéter que cette politique peut permettre de construire des logements, c'est leurrer les Maliens ou alors faire preuve d'une ignorance crasse. Qu'est-ce qu'il faut faire au Mali? Les besoins de logement au jour d'aujourd'hui et sur des bases que nous avons évaluées avec la Banque mondiale sont de l'ordre de 450 000 logements d'unités de logement. À Bamako seulement, on a besoin de 250 000 unités de logement. Donc même quand vous prenez la promesse très large de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de construire 50 000 logements, ce n'est qu'une goutte d'eau dans le vase, ça ne peut pas faire évoluer le problème. Encore que les gens ont pris cette promesse au pied de la lettre, il a dit qu'il va construire 50 000 logements, donc il faut qu'on voit les maçons truelles à la main avec les financements de l'État pour construire 50 000 logements. L'État ne peut pas. Et excusez-moi de le dire, il a commis des ministres dans ses fonctions, dont moi-même en ce moment. Je pense que nous aurions dû réfléchir depuis 2013 à la politique qu'il fallait pour conduire à la construction de ces maisons, au lieu d'attendre que les budgets sortent avec de l'argent pour que l'État lui-même aille le construire. Et les ministres que nous sommes, nous n'avons pas pensé à ces politiques, c'est pourquoi on est là. Et il faut dire que ça, ce n'est pas la faute du président de la République, c'est peut-être la faute de nous les ministres qui n'y avons pas pensé. Signalons que la Confédération nationale des sociétés coopératives d'habitation du Mali compte 207 coopératives. Grande journée citoyenne à travers des activités d'assainissement dans la commune 5 du district de Bamako. Une initiative de la section communale du CNJ. Et nombreuses sont les personnalités politiques, administratives et religieuses qui ont pris part au lancement de cette cérémonie sur justement la journée nationale de salubrité à Bako-Djikoroni. Étaient présents pour Chérif la Actualité, Tata Touré et Mohamed Sidibé. L'ambiance était festive ce matin dans la cour de la grande mosquée de Bako-Djikoroni qui a accueilli la cérémonie de lancement de la journée nationale de salubrité en commune 5 du district de Bamako. Il s'agit d'une initiative emblématique pour une mobilisation sociale et un engagement citoyen en faveur de l'amélioration de notre cadre de vie.
Oui, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la journée citoyenne de l'assainissement organisée par le CNJ de la commune 5. C'est en étroite ligne de la décision gouvernementale qui consiste à chaque fin de mois de faire face à l'assainissement. La jeunesse de la commune 5 a bien compris ce message et est aujourd'hui là à Bako Djikoroni dans la grande mosquée. Cela nous rassure. Cela nous rassure. Nous avons une jeunesse consciente, une jeunesse debout. Nous sommes franchement rassurés, nous sommes comblés. Le responsable politique et religieux ainsi que le chef de quartier n'ont pas manqué de saluer ces gestes hautement citoyens, car cela permet aux fidèles musulmans de faire la prière dans les meilleures conditions d'hygiène. Nous demandons à la jeunesse tout entière, que ce soit la jeunesse commune 5 ou la jeunesse du Mali, un engagement à l'endroit de la population de son quartier, de sa cité, afin de contribuer au développement. Car l'assainissement est le socle du développement de toute une nation. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons jugé nécessaire de faire un lancement de nos activités citoyennes de salubrité dans cette mosquée aujourd'hui. Et si tout va bien, nous comptons aller au-delà de ça pour aller voir dans d'autres quartiers, car la commune 5 fait 8 quartiers. Et dans chacun de ces quartiers, il y a les grandes mosquées. Donc, raison pour laquelle nous comptons vraiment aller de très loin. Et même au-delà de ça, voir aussi si nous pouvons porter main forte aux églises de la place. Donc, s'il plaît à Dieu, dans les jours à venir, nous allons passer là aussi pour donner main forte à ces églises. Donc, nous demandons à toute la jeunesse de la commune 5 de s'engager pour le développement et l'assainissement de sa commune. Et ici, nous profitons de l'occasion de saluer nos partenaires, à savoir la mairie, à travers le premier adjoint. Nous demandons aussi vraiment à ce que les gens se donnent la main pour qu'on se donne plus d'idées d'innovatrices d'assainissement. Et nous saluons aussi l'honorable Moussa Temine à travers tous les appuis qu'il nous a fait aussi. Rappelons que cette journée qui est désormais consacrée au dernier samedi de chaque mois concernera toutes les villes et villages du pays. Je vous l'annonçais dans les titres, de multiples services dédiés aux soins et consultations médicales dans le domaine de la médecine générale et spécialisée. Évacuation sanitaire, échographie et imagerie médicale, entre autres. La commune rurale de Moribabougou vient de se voir dotée d'une nouvelle clinique qui dispose également d'un laboratoire de dernière génération. L'inauguration de Clémence Fallo médicale a eu lieu vendredi en présence du promoteur et d'importantes personnalités. Était présent pour Chérif la Actualité, Hamadoun Kola Diallo et Traman Malia. Baptisée clinique Clémence Fallo médicale, cette structure médicale contribuera à améliorer l'accès aux services de santé, mais aussi à combattre la mortalité maternelle et infantile dans la commune de Moribabougou. Pour le docteur Souleymane Bagayogo, président directeur général de la clinique, ce projet est un rêve d'enfant devenu une réalité. Je viens de réaliser les rêves de mon enfance. J'ai rêvé d'être médecin. J'ai rêvé un jour de mettre à la disposition de ma population un centre de santé. Et en ce jour béni, je réalise mes rêves. Donc vraiment, j'ai un sentiment de joie immense. J'ai 25 ans de carrière. Donc c'est ces 25 ans de carrière que je vais mettre à profit. Et par rapport à ça, je compte donner à la population de la commune une santé de qualité. Donc, durant ces 25 ans, j'ai tissé des liens, des relations avec des médecins étrangers de la Tunisie, du Maroc et de la France. Et mon rêve, comme je l'ai dit, si Dieu exauce mes rêves, ça sera une polyclinique internationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des médecins étrangers nantis de leur expérience qui vont venir faire leur pratique dans cette clinique. L'établissement dispose d'une salle de réception, 3 salles de consultation en médecine générale spécialisée, une salle d'accouchement, une salle d'échographie, une infirmerie et un laboratoire de dernière génération. Les autorités locales se réjouissent de cette offre et se disent prêtes à accompagner l'initiative. Le promoteur il est à saluer pour ses idées.
Il est à saluer pour ses préoccupations vis-à-vis de la population. Il est à saluer vis-à-vis de son sentiment envers les malades pour ce pays. Tout en ce que vraiment on est dans un pays où il y a vraiment les malades, c'est-à-dire les malades ne font que des dégâts. Mais si on parvient dans une commune comme Mouraou d'avoir de telles structures vraiment qui va prendre en préoccupation nos problèmes de santé, vraiment on ne fait que saluer et l'encourager. Cette clinique-là, elle a bien venu dans notre quartier. Bon, on n'avait pas ça dans le temps. Maintenant, on vient d'avoir une clinique bien équipée. Il y a toutes les commodités du monde là-dedans. Et puis toutes les spécialités là-dedans. Quand même, nous, en tant qu'élus, on est très contents de ce jour que M. Bayo a mis en place. On est très ravis. Pratiquement, ce que je vis aujourd'hui, nous, population de Solombo, on n'a même pas besoin d'envoyer nos enfants à l'extérieur. Tout est là. Tout est là, vous-même vous avez vu, tout est là. Bon, nous, c'est vraiment un sentiment de fierté et de reconnaissance vis-à-vis de M. Bayo. Rappelons que lors de cette cérémonie d'inauguration de la clinique Clémence Fallo-Médicale, plusieurs amis, parents et collaborateurs du docteur Souleymane Bagayogo ont fait des témoignages sur son brillant parcours. Voilà une excellente nouvelle pour les populations de Moribabrou. Moribabrou, d'où nous émettons justement. Séance de bénédiction suite à la disparition de l'imam Tchorno Hadi Aboubakar Cham, inhumé le mardi dernier dans son village natal à Ségou. À l'initiative du Conseil fédéral national des adeptes de la Tarika Tidjania, Confénat Mali. C'était vendredi dernier dans la mosquée de l'illustre disparu à Lafiabrou, en commune 4 du district de Bamako. Ousmane Sogoré et Seydou Niaré, reportage. Initiée par le Conseil fédéral national des adeptes de la Tarika Tidjania, cette cérémonie vise à rendre un hommage au premier président du Haut Conseil islamique du Mali, également membre de plusieurs regroupements et associations islamiques du pays, dont il fut pour certains membres d'honneur. Bon, ce soir, nous nous sommes invités nous-mêmes en tant que mourides de Tidjania. Et moi, en tant que président du Confénat, Conseil fédéral national des adeptes de Tidjania, nous avons lancé des appels à tous les musulmans, à tous les Tidjaniens, à tous les Gadiri, à tous les Maliens, de venir massivement faire une grande bénédiction de Wazifa à l'intention de la disparition de mon grand frère, Tchorno Hadi Boubacar Cham, qui était l'ex-président du Haut Conseil islamique et qui est le président de l'IXMA et président d'honneur du Confénat Conseil fédéral national de Tidjania du Mali. Donc Tchorno a disparu. Nous nous sommes réunis aujourd'hui dans la mosquée pour faire la wazifa. Pour lui, la wazifa c'est quoi? C'est de dire la ilaha illallah, c'est de prier sur le prophète et de demander le pardon de Dieu. C'est ce qu'on a fait et on sait que Dieu, Inch'Allah, il va exaucer nos vœux et nos bénédictions. Leaders religieux, artistes, hommes politiques et voisins, tous ont pris part à cette séance de bénédiction pour faire des témoignages sur l'illustre disparu, en parlant surtout de sa grandeur et son immunité. Notre justification aujourd'hui par rapport au Adra et Wajifa, qui est fait en honneur de notre cheikh Cham, c'est la présence du groupement leader spirituel musulman du Mali, que le confénat qui a organisé cette Adra et cette Wajifa est membre du groupement leader spirituel musulman. Donc obligatoire, notre président qui est Cheikh Souleymane Madera, il n'est pas là, mais il m'a délégué d'être en présent à son nom. Donc c'est pour l'honneur de ma visite. On prie que la terre soit légère. On ne doute pas que Dieu va lui accueillir dans son paradis. On ne doute pas sur ça. Parce que c'est quelqu'un au niveau de Adra et puis du Wajifa. Et puis la base de Tidjania, c'est avoir l'amour des shérifs. Donc c'est un vieux qui est un pratiquant, conviction de l'amour envers les shérifs. L'imam, c'est d'abord un voisin. Avant d'être le président du Haut Conseil, le leader de la Tidjania, c'est d'abord un voisin. Et un voisin depuis 1983. Ça fait donc 34-35 ans que je le connais. Il m'a vu grandir et c'était le seul imam des alentours d'ici. Moi, j'ai grandi avec lui. C'est un père, c'est un oncle, c'est un ami, c'est un leader religieux, c'est un guide. Mais au-delà de tout, c'est un homme dont l'humilité est légendaire. Malgré toutes les responsabilités qu'il a eu à occuper, il a été humble et il a été à la disposition de tout le monde. Donc il fallait que je vienne témoigner par ma présence de cela en tant que voisin, en tant que fils, en tant que neveu, en tant que quelqu'un qui fréquente la mosquée, simplement.
Rappelons qu'El Haj Tcherno Adi Aboubakar Cham est décédé le lundi dernier suite à une longue maladie et ses obsèques ont eu lieu mardi 12 décembre à Ségou dans sa ville natale. Voilà, nous prions encore pour le repos éternel de l'âme de l'illustre disparu d'ores en paix. Sur un tout autre plan, le nouvel aéroport international Blaise Ndiaye de Dakar, inauguré le 7 décembre, a connu vendredi sa première grève provoquée par un mouvement social des aiguilleurs du ciel, a-t-on appris de sources aéroportières. Cette situation est la conséquence d'un mouvement de grève des contrôleurs aériens de l'ASECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, a déclenché vendredi à 0h01 GMT et avec un préavis jusqu'à 23h59, selon un communiqué du consortium LAS, gestionnaire de l'aéroport. Ce mouvement intervient alors que le président Macky Sall, qui a inauguré en grande pompe l'aéroport en présence de ses homologues gabonais Ali Bongo, bissau-guinéen José Mario Vaz et gambien Adama Barrow. Selon plusieurs médias sénégalais, les aiguilleurs du ciel dénoncent leurs conditions de travail et notamment les problèmes de transport pour se rendre au nouvel aéroport beaucoup éloigné de la capitale que le précédent. L'aéroport international Blaise Ndiaye se situe à Diass, à 47 km au sud-est de Dakar, alors que l'aéroport international Léopold Sédar Senghor, reconverti en aéroport militaire depuis une semaine, se trouve en proche banlieue. Je vous propose donc de suivre, d'écouter le ras-le-bol de quelques passagers victimes de cette grève des aiguilleurs du ciel. Je viens de Paris, je devrais retourner hier soir. À partir de minuit, on nous a dit de venir un peu plus tôt, 4 heures de temps en avance. Nous étions là, on a attendu vers 19h, 20h jusqu'à presque 23h. Et après, on nous a annoncé, il y a le grève, on ne peut pas partir. Et puis, on n'a pas de nouvelles aussi. Il n'y a rien qui sont prévu pour nous. Ni retourner en ville, ni prendre un hôtel, ni donner manger, ni boire, rien du tout. On n'a même pas laissé ça assis. Nous tous, on est dormis par terre ici. Tous, on est dormis par terre ici. Ni manger, ni boire. On est dormis ici. Et là, jusqu'à maintenant, on n'a pas de nouvelles. On comptait rentrer à Paris cette nuit avec Corsair. Donc nous devions embarquer à 22h30. Nous avons attendu jusqu'à minuit passé sans aucune communication de Corsair. Nous sommes rentrés dans l'avion et au bout de quelques minutes, on nous a informé qu'une grève des aiguilleurs avait commencé à partir de minuit. Et comme il était minuit passé, le vol n'a pas pu se faire. Nous avons attendu dans l'avion et à 3h, on nous a débarqués dans l'aéroport. Et on a vu une seule personne au comptoir de Corsair qui essayait tant bien que mal de nous dire qu'il y avait un responsable en bas mais que personne n'avait vu. Et après, ce monsieur est parti parce qu'il était un peu assailli de questions. Et depuis, Corsair a disparu totalement des lieux, alors que d'autres compagnies se soucient de leurs passagers. On a transféré dans des hôtels, leur offre à manger, et Corsair a rien. Je trouve ça absolument sidérant de la part de Corsair. Je ne dis rien sur les grévistes, chacun sa part dans cette histoire. Mais Corsair vraiment, c'est tout à fait incroyable qu'il se comporte de cette manière-là. Je viens fréquemment en Afrique, entre autres beaucoup au Mali, au Sénégal, mais bon, ça fait une trentaine d'années que je viens. Voilà, et j'aime l'Afrique, mais bon, avec des journées comme celle-là, je suis assez mécontent. Parce qu'on n'a aucune information. Depuis, nous, on est arrivés à 20h hier soir pour enregistrer nos bagages. Voilà, à l'heure où nous vous parlons, la grève serait déjà finie puisqu'un accord a été trouvé justement entre les autorités et les aiguilleurs du ciel. Sans autre forme de transition, voyons tout de suite ce qui fait la une de l'actualité africaine. Et c'est un commentaire signé Omar Kouyaté. La crise bissau-guinéenne est à nouveau sur la table des chefs d'État de la CEDEAO à Abuja ce samedi 7 décembre 2017. Jusqu'ici, les solutions de sortie de crise proposées par le médiateur Alpha Condé n'ont apporté aucun changement. Le président José Mario Vaz estime que les solutions endogènes, notamment le dialogue entre les acteurs politiques bissau-guinéens, serait la meilleure voie. Mais la communauté économique, les États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ne se découragent pas pour autant. Mieux, elle promet de s'impliquer davantage à accompagner les bissau-guinéens vers la recherche d'une solution définitive de cette crise.
Toujours au sommet de la CEDEAO, les chefs d'État planchent sur l'adhésion du Maroc comme nouvel État membre. Ils devaient, lors de ce 52e sommet, prendre une décision définitive. Mais l'organisation se donne finalement encore un peu de temps. Officiellement, aucun État ne s'y oppose, mais l'adhésion du Maroc suscite de réelles réserves et quelques résistances de la part des milieux d'affaires de certains pays et d'autres observateurs avertis du problème du Sahara occidental ou de la rivalité avec l'Algérie. Seuls les résultats de l'étude d'impact seront présentés au chef d'État et la décision en elle-même sera prise ultérieurement lors d'un sommet extraordinaire qui pourrait se tenir début 2018. Nouveau cap dans la croisade entamée par le gouvernement nigérian contre la secte islamiste Boko Haram. Le gouverneur du premier producteur africain de pétrole ont approuvé jeudi le déblocage de la somme d'1 milliard de dollars pour aider à combattre l'insurrection du groupe djihadiste. Cet argent sera issu d'un compte spécial rassemblant les revenus excédentaires des ventes de pétrole brut. D'après des responsables militaires, les troupes envoyées sur le front de la lutte contre Boko Haram sont régulièrement confrontées au manque de moyens financiers et d'équipements de qualité. Après Dar es Salaam et Goma, Jean-Pierre Lacroix, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, est attendu à Kinshasa ce samedi. Hier, il a pris part à Goma à une cérémonie d'hommage dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu en honneur des 14 casques bleus tués dans l'attaque de Semiliki. Pour le ministre congolais de la Défense, pas de doute. L'attaque a été menée par les forces démocratiques alliées ADF, ces rebelles ougandais qui, étrangement, dit-il, s'en prennent à la RDC. Jean-Pierre Lacroix, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, estime qu'avant de s'entendre sur les solutions, il faut que l'enquête progresse. Car à ce stade, il reste de nombreuses zones d'ombre. Mais avant cela, il faut laisser les enquêtes suivre leur cours. Voilà, donc c'est cette page Inter qui met un terme à cette édition d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos à 21h. Ce sera avec Moussa Fomba pour la présentation du bulletin d'information en langue nationale Bamanakan. Bon week-end à toutes et à tous et à très bientôt sur Chérif la télévision pour d'autres news.